Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission consacrée au débat pour les élections législatives. Dimanche prochain, près de 70 000 électeurs sont appelés à choisir leurs députés parmi 14 candidats pour la 12e circonscription des Yvelines. Pour ce débat, 9 d'entre eux ont répondu à notre invitation. Pour des raisons pratiques, évidemment, nous avons scindé cette émission en deux parties distinctes. Les mêmes thèmes seront abordés à chaque fois. Et pour cette première séquence, je suis en plateau avec Marie-Noëlle Bas, candidate socialiste, Sophie Cahen, candidate suppléante de David Douillet, le député sortant, investi par les Républicains et l'UDI, Antoine Barrot, candidat de la France Insoumise, Jean-Luc Gallet, candidat du Front National, et Fabien Metté, candidat de Debout la France. Bonsoir à tous les cinq. Bonsoir. Quelques précisions avant de commencer ce débat. Vous avez évidemment le droit d'échanger entre vous durant cette émission. Vos temps de parole seront, eux, comptés. Attention, donc, pensez à gérer votre temps. Je vous les indiquerai aussi plusieurs fois pendant l'émission. Première question qu'on pose à tous les candidats lors de chaque débat. Pourquoi les électeurs doivent-ils vous faire confiance? On commence avec vous, Marie-Noëlle Bas, pour le Parti Socialiste. Pourquoi les électeurs doivent-ils voter pour vous, notamment dimanche prochain? Eh bien, parce que je suis une femme de gauche, une femme de conviction, pas opportuniste. Je n'ai pas changé de camp. Je soutiens les idées novatrices de Benoît Hamon depuis près de 10 ans maintenant. Je suis une militante féministe. Je lutte depuis toujours pour la solidarité, la justice, l'égalité, la culture pour toutes et tous. Et puis, surtout contre les violences que notre société fait aux femmes, notamment les inégalités salariales, les difficultés pour les gardes d'enfants, la précarisation, mais aussi la société fait des violences aux hommes, notamment violences au travail. Et c'est en influant en fait sur les lois qu'on peut combattre efficacement ces inégalités et ces violences. J'ai toujours accepté le débat, contrairement à certains, manifestement, qui ne veulent pas venir. Mais je suis aussi prête à voter des lois qui me paraîtraient intéressantes pour le bien de tous, de la communauté des Françaises et des Français. Sophie Cahen, la question varie un petit peu. Pourquoi les électeurs doivent-ils refaire confiance à David Douillet dimanche prochain? Alors, avant de vous répondre, je voulais tout d'abord excuser son absence auprès de vous tous. Il est en ce moment même à Goupillières en train d'animer une réunion publique. Il sera 20h à Orgeval. On a organisé 23 réunions dans les 23 communes de la circonscription afin de permettre à chaque habitant de venir nous rencontrer s'il souhaitait. Les élections législatives, c'est avant tout une élection locale et il nous paraît important de connaître les candidats et les candidates qui se cachent derrière les étiquettes politiques. Alors, pour venir à votre question, je vois 3 raisons. Le premier, c'est le renouvellement politique. Au risque de vous étonner, ce n'est pas parce qu'on n'est pas novice en politique qu'on est bon à jeter à la poubelle. David, il a passé 30 ans dans la vie civile, en tant que sportif, chacun le sait, mais également comme chef d'entreprise pendant 10 ans, comme parrain d'une grande association caritative, les Pièges jaunes. Et c'est cette richesse qu'il a su mettre au service de son mandat politique. Deuxième chose, le travail de terrain. Si la majorité des élus de la 12e circonscription des Yvelines lui apportent aujourd'hui son soutien, c'est que ce n'est pas anodin. Je pense à Carl Olive, le maire de Poissy, Joséphine Cosman-Berger, maire de Plaisir, Adriano Ballarin, le maire de Crépierre, Fabienne Devez, la maire de Morinvilliers, Alain Bricot, le maire de Benne. Troisième chose, l'expérience. Je pense que dans le contexte politique actuel, il est bon de pouvoir compter sur des élus expérimentés qui seront en capacité d'agir dès le lendemain de leur élection. Antoine Barrot, pour la France Insoumise, pourquoi les électeurs doivent-ils vous faire confiance? Eh bien, écoutez, d'abord parce que je représente la France Insoumise, qui est un mouvement qui représente véritablement une vraie force de gauche, qui est, à mon avis, la seule qui est capable de s'opposer au gouvernement actuel. Le gouvernement actuel, c'est un gouvernement qui se veut, en tout cas qui se dit ni de droite ni de gauche, et pourtant qui est composé essentiellement de gens qui viennent de la droite, et pour beaucoup aussi de socialistes qui sont particulièrement libéraux. Et s'il doit y avoir une véritable opposition, et qu'elle soit de gauche, il faut donc voter pour la France Insoumise. Et je représente ce mouvement qui a mis au point un programme qui n'est pas un programme qui a été fait de circonstance, à la vite,
qui a été modifié. Ce programme, il a été édité, d'ailleurs, vous pouvez le voir, il a été édité en 2016, donc il a été travaillé, et c'est sur la base de ce programme que les électeurs vont décider de l'élection de la France, du représentant de la France insoumise. En ce qui me concerne, alors, bien sûr, je ne suis pas un ancien... Attention à votre temps de parole, continuez, mais je veux juste vous indiquer que vous dépassez déjà les... Bon, c'est pour vous. Je dirais que je n'ai pas d'expérience d'homme politique, mais j'ai une expérience. Je suis un ancien cadre supérieur qui vient de la finance, donc je sais ce que c'est qu'un budget, je sais ce que c'est qu'un déficit, et j'ai toujours, au cours de ma carrière, essayé de mettre l'humain au centre de mes actions, et je continuerai à le faire. On poursuit avec Jean-Luc Gallet pour le Front National, même question. Bonsoir. Alors, moi, je ne vois qu'un seul parti capable d'être en opposition au président actuel. Quand j'ai une opposition, elle est constructive, elle n'est pas forcément négative. Mais, si vous voulez, le programme d'Emmanuel Macron fait froid dans le dos. Le seul parti démocratique et républicain, le seul parti patriote, avec un pourcentage de voix important, c'est le Front National. Et donc on est le seul à pouvoir faire barrage, je dirais, à la mainmise totale sur l'Assemblée nationale que souhaite Emmanuel Macron. Et je pense que c'est important qu'il y ait une véritable opposition. Si les sondages qu'on voit actuellement donnent effectivement près de 400 députés pour Macron, ça serait une catastrophe pour la France. Et je crois qu'il faut surtout qu'il n'ait pas une majorité absolue, et en tous les cas la plus faible possible. Enfin, on termine avec vous, Fabien Mettet, pour Debout la France. Pourquoi les électeurs doivent-ils vous faire confiance dimanche ? Voter pour des candidats Debout la France, c'est voter pour des candidats courageux et aussi dévoués pour l'intérêt supérieur de la nation. Je dis courageux parce qu'en fait, nous sommes les seuls à avoir osé se réapproprier des thèmes qui ont été abandonnés successivement par la droite et par la gauche, à savoir le peuple, la nation, la souveraineté, le bon sens, la critique de l'Union européenne, les frontières, la sécurité. Tous ces thèmes-là qui ont été abandonnés successivement par la droite et par la gauche ont été récupérés par le Front National. Du coup, nous, on a eu le courage de revenir sur ces sujets-là, qui sont des sujets très importants. Néanmoins, nous avons quand même plusieurs différences majeures avec le Front National. Nous avons une gestion sérieuse des sujets et des dossiers. Nous n'avons pas la même histoire que le Front National. Notre rapport avec la presse est plus apaisé, on va dire, pour être poli. C'est fini pour vous ? C'est fini. Merci à vous 5 pour vos réponses. On poursuit avec le premier thème et le thème principal de cette émission, le développement économique. Le chômage, le pouvoir d'achat sont forcément des priorités pour les Français. La courbe du chômage semble enfin commencer à s'inverser. Alors, si vous êtes élu député d'ici une dizaine de jours, quelle proposition de loi vous porterez pour soutenir cette inversion de la courbe du chômage ? Sophie Cahen, les Républicains souhaitent notamment, si je me réfère au programme LR, supprimer et baisser les charges qui pèsent sur le travail et la production. Vous pensez à quel type de charges précisément ? Il y a l'impôt sur le revenu. Moi, je voulais dire un mot par rapport à ce qui est en train d'être proposé en ce moment par l'actuel gouvernement. David, il a été très clair. Il votera toutes les lois qui concourront au développement économique, à la création de richesses, à la création d'emplois. Pourquoi ? Parce que la lutte contre le chômage, c'est la priorité numéro 1 dans ce pays. Et moi, je voulais aussi en profiter pour vous donner 3 exemples concrets de ce qu'un député peut faire pour agir concrètement pour le développement économique de son territoire. À Poissy, on a une grande usine qui s'appelle PSA. Il y a quelques années, elle était fortement menacée. Et David Douillet a bataillé. Il a bataillé pour que l'État, le gouvernement, et notamment le ministre du redressement productif de l'époque, Arnaud Montebourg, investissent dans le groupe. Aujourd'hui, on voit que ce groupe est sorti des difficultés et commence à nouveau à se développer. Deuxième exemple, le RER Éole. Vous savez, c'est la ligne qui va aller de la Défense à Mantes-la-Jolie. En 2015, son financement était menacé par un rapport, le rapport Duron. Sans l'intervention de David et d'un certain nombre d'élus de ce territoire, dont le président du conseil départemental, Pierre Bédier, aujourd'hui, on ne pourrait pas voir le RER Éole à l'horizon 2020. Deuxième exemple. Troisième exemple, le PSG. C'est David qui a milité dès le départ pour que le nouveau centre d'entraînement du PSG s'installe à Poissy. Pourquoi ? Parce que c'est un vecteur de développement et d'attractivité pour le territoire. Puis c'est aussi un vecteur d'emploi.
Et quand on sait que ce projet sera situé à proximité immédiate des zones urbaines les plus en difficulté de la ville, que sont La Coudray et Bourgard. Voilà des exemples très concrets de ce qu'un député peut faire pour son territoire. Alors je précise juste que quand vous parlez de David, évidemment, vous faites référence à David Douillet. Jean-Luc Gallet, si l'on se réfère au programme présidentiel de Marine Le Pen, il y a le souhait notamment de baisser les charges, mais seulement pour les TPE, PME. Est-ce que vous pouvez préciser ça ? Le seulement est peut-être un peu exagéré, mais effectivement de baisser les charges sur les petites et moyennes entreprises, voire les très petites entreprises. Également, on est ainsi intervenu au niveau du RSI. Donc, si vous voulez, là, aujourd'hui, les entreprises croulent sous les charges, mais en plus des charges, souvent ces petites entreprises sont sous-traitantes d'entreprises plus grosses, qui les étranglent par des conditions financières, des prix qui doivent baisser d'année en année chaque fois, des délais de règlement. C'est le calendrier grec, c'est 90, 120 jours, 150 jours dans certains cas, bien que la loi prévoit autre chose. Et donc, si vous voulez, ces entreprises ont souvent du mal à se remettre, je dirais, des commandes qu'ils reçoivent des gros donneurs d'ordre. Et ça, effectivement, il faut aider les petites entreprises, car ce sont les petites entreprises qui embauchent. Et quand on regarde les emplois faits dans notre société, très peu de grosses entreprises ont augmenté leurs effectifs ces 5 ou 10 dernières années. Ce sont essentiellement les PME qui créent de l'emploi. Et donc, aidons les PME, c'est là que se trouve le pôle d'emploi. Et, baisser les charges, rendre bien sûr, les délais de paiement plus courts rendre les paiements plus courts, bien évidemment, au niveau des donneurs d'ordre. Fabien Metté, Debout la France, souhaite agir aussi pour les TPE, PME. Avec vous, c'est zéro taxe et zéro normes supplémentaires. Ça veut dire dans ce cas-là qu'il n'y a pas forcément d'allègement, c'est juste pas plus. Oui, effectivement, et surtout, pour le coup, je rejoins Jean-Luc Gallet. Nous souhaitons soutenir les PME TPE qui, elles, sont productrices d'emplois et génératrices de richesses, contrairement aux multinationales qui délocalisent dès qu'elles le peuvent, malgré les profits qu'elles font. Mais on va encore plus loin qu'eux, parce qu'en fait, aux États-Unis, il y a des lois qui permettent à l'État de garantir le marché public, une partie du marché public aux PME et TPE locales, nationales. Et nous souhaitons justement réserver 75% du marché public aux TPE et PME françaises pour c'est aussi une façon de les soutenir. Et en fait, on va aussi encore plus loin. Là, en parlant d'économie, on souhaite revenir sur la directive des travailleurs détachés, qui est une directive immorale et aberrante aussi. Directive européenne, on le rappelle. Effectivement, que Macron ne veut pas remettre en cause, justement. Nous, on souhaite la supprimer, tout simplement. Parce qu'en fait, il y a une double inégalité avec cette directive. C'est que d'une, les travailleurs étrangers payent leurs charges sociales dans leur pays d'origine. Du coup, ça met les Français en concurrence. Les Français en concurrence avec des gens qui respectent pas les mêmes normes. Et de deux, les charges sociales qui sont payées dans les pays d'origine ne sont pas payées en France. Du coup, ça fait un manque à gagner pour l'État. Du coup, cette mesure permettrait à la fois de créer de l'emploi et de récupérer de l'argent. Marie-Noëlle Bas, le PS, vous aviez fini, excusez-moi, je vous ai coupé la parole. Non, vous aviez fini. Marie-Noëlle Bas, le PS a défini 22 points pour ces élections. On y retrouve une proposition que des candidats pourraient sûrement soutenir ici, le développement du fabriqué en France par une loi qui réserverait 50% des marchés publics aux PME et TPE. Donc vous aussi, c'est les PME et les TPE. Bien sûr, il est évident aussi que la plupart des salariés sont dans les PME et dans les TPE, mais je pense aussi qu'il est très important d'avoir une politique d'innovation, d'investissement dans la R&D, d'investissement dans la haute technologie, de façon à faire émerger des talents qu'on a en France avec nos écoles, et puis également de lancer des grands travaux de rénovation énergétique dans le parc immobilier, et également parmi les grands travaux, il faudrait faire travailler dans les énergies renouvelables, puisqu'il y a aussi un champ, une ouverture très importante sur ces énergies renouvelables qui pourraient à terme offrir énormément d'emplois.
Antoine Barrot, sur le développement économique, vous avez un petit peu d'avance, donc comme vous voulez, vous gérez votre temps de parole. Jean-Luc Mélenchon indiquait dans son programme présidentiel qu'il était possible de créer 3,5 millions d'emplois, notamment à travers la transition énergétique. Vous en parliez un instant. Du coup, quel projet de loi pourrait voir le jour avec vous? Alors, oui, je vais répondre un instant. Je vais déjà répondre à notre ami des Républicains, parce que le développement économique ne se borne pas simplement à notre département. D'ailleurs, c'est un des départements les plus riches de France. On dit souvent le deuxième. Oui. C'est pas parce qu'il est riche Alors, qu'on ne peut pas le c'est donc, développer. oui, je comprends. Mais il faut que l'action soit au niveau de la France. Alors, il faut d'abord partir d'un constat, c'est que le gouvernement actuel est... même chez les Républicains, quand on voit le programme de M. Fillon, qui était un programme drastique, il voulait supprimer 500 000 emplois. Je ne suis pas la représentante de François Fillon ce soir sur le plateau, je suis la représentante de David Douillet, candidat sur la 10e circonscription des Yvelines. M. Macron, lui, veut supprimer 120 000 postes de fonctionnaires. Il veut répondre favorablement au diktat, il veut respecter le diktat de l'Union européenne, qui est d'avoir un déficit de 3%. Vu que votre temps de parole s'écoule, peut-être les propositions de la France Insoumise, écoutez, si vous avez une majorité le 18 juin prochain, qu'est-ce que vous allez proposer? Ce sera justement de lancer le programme de rénovation écologique en développant tout ce qui est énergie qui ne sera pas l'utilisation de fossiles, fermer définitivement les centrales atomiques et je dirais lancer un programme d'investissement qui relancera l'emploi. Et également, en augmentant les salaires, relancer la consommation. Voilà, on va voir vos temps de parole qui vont s'afficher dans quelques instants. On va voir qu'il y a déjà des écarts importants entre vous. On va les voir s'afficher dans quelques secondes. Justement, ils arrivent. Voilà, ces temps de parole. Du coup, Antoine Barrot, je vous le disais. Sophie Cahen aussi, un petit peu d'avance. Je voulais aborder un deuxième point qui est en lien avec le développement économique avec vous et qui vous permettra peut-être de réguler ces temps de parole. Vos idées pour soutenir le commerce de proximité en qualité de député. C'est un moyen aussi que vous pouvez avoir. On sait les difficultés, notamment dans les zones rurales, face aux grandes structures commerciales, les grandes entreprises. Qu'est-ce que vous comptez faire, Marie-Noëlle Bas? C'est vous qui avez le plus de retard pour le commerce de proximité. Le commerce de proximité est extrêmement important parce que justement il s'adresse à des gens qui n'ont pas forcément de voiture ou qui ne peuvent pas forcément prendre le bus, donc qui font leurs courses au quotidien. C'est essentiel de le protéger, c'est essentiel de le protéger dans les centres-villes notamment. Comme vous devez le savoir, moi je suis plutôt contre le travail le dimanche parce que je trouve que il faut, c'est une histoire philosophique, il faut un jour dans lequel il n'y ait pas de consumérisme. Donc je pense qu'il faut essayer de donner le plus possible d'ouverture dans ces magasins de proximité, essayer de permettre aux gens d'avoir des navettes pour y aller et pouvoir se garer dans les villes de façon facile. Jean-Luc Gallet, pour le Front National, on sait que c'était souvent un point mis en avant pendant Marine Le Pen pendant très longtemps. Quelles mesures, en qualité de député, vous pourriez porter, même si vous n'allez pas changer la face du commerce de proximité en France, mais vous pouvez soutenir des projets, vous avez peut-être des idées? Alors, il y a des mesures locales qui ne dépendent pas du député. Je prends un exemple, puisque aujourd'hui, la majorité du département est 100% républicain. L'augmentation de près de 70% des impôts locaux. Et bien ça, c'est une catastrophe pour, bien sûr, les habitants, les résidents, mais également pour les commerces, parce que leurs taxes locales ont augmenté d'autant. Donc, limiter déjà les impôts. Ensuite, il est vrai qu'on a des charges sociales extrêmement élevées, et un petit commerce a besoin quand même de salariés. Et ils rassemblent d'ailleurs pas mal de salariés, les petits commerces. Mais souvent, les commerçants, les petits patrons, n'arrivent plus à payer leurs salariés compte tenu des charges importantes qu'ils doivent payer pour ceci. Donc, si vous voulez, déjà, une mesure très simple, baisse des impôts, baisse des charges sociales. Ça permettra de donner une certaine autonomie financière aux petites entreprises, aux commerçants. Et puis ensuite, on parle de transport en commun, c'est très bien, mais aujourd'hui, beaucoup de personnes se déplacent en voiture
Et essayer de rentrer en voiture dans certaines villes, dans la circonscription, c'est extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué. Donc, des aires de stationnement, qu'on arrête de prendre les automobilistes pour des vaches à lait et de les taxer systématiquement, de leur mettre des PV pour défaut de stationnement, qu'on respecte l'automobiliste qui vient, surtout quand il y a des personnes âgées qui ne peuvent pas marcher longtemps, qu'on permette aux gens de venir en auto proche des centres-villes. Fabien Mété, pour Debout la France, sur le commerce de proximité, vos positions, vos idées que vous pourriez porter au Palais Bourbon? Alors, vu que les députés seront des élus de la nation, moi, ce serait plutôt une politique nationale que je mettrais en place, mais qui aurait des répercussions sur les dynamiques locales. En fait, ça serait la lutte contre le dumping qui prend plusieurs formes. Ça peut être le dumping social, avec des salaires de misère, le dumping environnemental, avec le non-respect des normes environnementales, ou le dumping monétaire, qui est le fait de sous-évaluer une monnaie pour s'accaparer des marchés. Pour lutter justement contre ce dumping, nous mettrons en place un protectionnisme qui permettrait de réduire la différence qu'il y a entre les produits français fabriqués en France, respectant les normes sociales, environnementales et salariales françaises, et pénaliser justement les normes des producteurs étrangers qui ne respectent pas ces normes-là. L'intérêt serait en fait de réduire la différence de coûts qu'il peut y avoir entre les deux et inciter les autres pays à respecter les normes françaises qui sont plutôt dans l'ensemble bonnes, même si certaines restent à améliorer, mais ils sont quand même bonnes dans leur ensemble. Du coup, cette politique-là aurait une répercussion sur le dynamisme local, avec une réindustrialisation de la France, plus d'emplois, etc., plus de création de richesses. Tout ça. On va voir vos temps de parole se réafficher dans quelques instants. Est-ce que vous souhaitiez réagir, Sophie Cahen et Antoine Barrot, puisque vous aviez un peu d'avance, à vous de gérer votre temps de parole. Antoine Barrot, sur le commerce de proximité, très rapidement. Oui, alors donc je rejoins ce que dit Debout la France, c'est-à-dire qu'il faut voir ça plutôt à une échelle macroéconomique et rééquilibrer un peu les choses. D'abord, ça commencerait par une remise en cause de toutes les possibilités de payer ses impôts, de diminuer ses impôts et ainsi que vient de le faire la société Auchan, qui a économisé des millions, alors que les petits commerçants, eux, ils payent leurs impôts comme tout le monde. Alors déjà, éviter de ramener une égalité au niveau du traitement fiscal. Oui. Sophie Cahen, représentant de David Douillet, suppléante de David Douillet. En finir avec l'excès de charges, l'excès de normes et refondre le RSI. En 3 mots, parfait. On va voir s'afficher dans quelques instants, une nouvelle fois, du coup, vos temps de parole. On va voir que ça s'est rééquilibré un petit peu. Voilà, toujours un peu d'avance pour Antoine Barrot. Vous n'avez pas évidemment 412 minutes, mais 4 minutes 12. Et puis un peu de retard pour Marie-Noëlle Bas. On poursuit ce débat pour la 12e circonscription des Yvelines avec la moralisation de la vie politique, ou plutôt désormais le projet pour la confiance dans notre vie démocratique. C'est le nouveau nom officiel. Projet présenté il y a quelques jours par le garde des Sceaux François Bayrou. Ce projet prévoit l'interdiction notamment pour les ministres d'exercer des fonctions à la tête d'exécutifs locaux, ou encore la création d'une banque de la démocratie qui pourra prêter de l'argent aux partis pour leur campagne électorale. Il y a beaucoup de mesures. Vous serez amené à vous prononcer dès cet été sur 2 projets de loi si vous êtes élu. Alors, voterez-vous pour et contre, et pourquoi ? Marie-Noëlle Bas, puisque vous avez encore un petit peu de retard, je vous propose de vous prononcer en première là-dessus. La moralisation de la vie politique, c'était un de mes premiers axes de communication avant que M. Macron ne soit élu. Donc oui, je suis tout à fait pour. Je trouve ça franchement dommage qu'ils aient changé de nom, parce que moralisation, ça voulait dire quelque chose que tout le monde comprenait. Là, l'histoire de la confiance, c'est un peu plus abscon. Mais oui, bien sûr, moi je trouve que c'est très important. La transparence, c'est très important. Savoir, effectivement, là on vient d'apprendre qu'il y a 10 assistants parlementaires européens du MoDem qui étaient plus ou moins en emploi fictif. Donc oui, bien sûr, c'est extrêmement important qu'aujourd'hui, les Françaises et les Français reprennent confiance dans leurs élus. Le problème que je vois, moi, là, aujourd'hui, c'est qu'au fond, on remplace une élite technocratique qui vient de l'ENA par une autre élite technocratique qui vient d'HEC, mais qui finalement a
à peu près les mêmes objectifs, finalement, travailler plus pour elle et pour cette élite que pour les Françaises et les Français dans leur ensemble. Jean-Luc Gallet, pour le Front National. Écoutez, c'est très simple, je crois que j'en suis l'exemple même. J'ai décidé de faire de la politique au moment où j'ai pris ma retraite. C'est-à-dire que je considère que la politique ne doit pas être un métier, ne doit pas être une source de revenus. Donc, je défends l'intégrité et l'honnêteté. J'en suis, je dirais, le symbole. Je fais de la vie associative depuis... J'ai commencé à l'âge de 16 ans en tant que secouriste à la Croix-Rouge. J'ai poursuivi par des clubs sportifs, je continue. Et j'ai toujours donné mon temps au service des autres. Et ça, malheureusement, nos hommes ou nos femmes politiques regardent d'abord ce qui peut leur apporter le plus d'argent, avant de regarder l'intérêt des citoyens. Et c'est fort dommage. Donc, bravo qu'on moralise, mais qu'on moralise beaucoup plus lourdement. Et qu'on soit sans pitié pour les gens qui se mettent dans les poches. Il faut savoir que les députés gagnent bien leur vie tout de même. Je ne connais plus précisément le montant. Un peu plus de 5 000 €. Donc, continuez, je vous ai coupé la parole. C'était juste pour indiquer. Mais voilà, qu'on soit très clair et qu'on... moi, je suis pour la suppression du mandat électif à vie pour des gens condamnés pour détournement de fonds. Voilà. Sophie Cahen, pour les Républicains. Oui, alors David Douillet est très favorable à la loi de moralisation de la vie publique. Oui, il faut le retour de la confiance en politique. Oui, il faut assurer la probité des élus de la République. Oui, il faut du renouvellement, mais pas n'importe comment et pas avec n'importe qui. Aujourd'hui, le problème de l'Assemblée nationale, c'est qu'il y a une surreprésentation d'un certain nombre de catégories socio-professionnelles. Premier rang desquelles, les fonctionnaires et les professions libérales. Pourquoi ? Parce que l'artisan, le commerçant, le patron de TPE, PME, l'agriculteur, lui, il ne peut pas se permettre du jour au lendemain de mettre la clé sous la porte, licencier ses salariés, siéger 5 ans à l'Assemblée nationale sans garantie de retrouver une activité professionnelle après. Donc, pour ces professions-là, il n'y a pas de statut qui leur garantit l'emploi à vie. Donc oui au renouvellement, mais il faut encore se donner les moyens de ce renouvellement. Et pour ça, il faut un véritable statut qu'on n'a toujours pas aujourd'hui. Fabien Mettet, pour Debout la France, votre point de vue, et puis peut-être réagir à ce statut qui vient d'être évoqué. Non, je ne peux pas réagir, parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de boulot à faire chez les Républicains en termes de moralisation de la vie politique. Non, il y a un gros chantier là. En fait, nous, ça serait 3 points justement, je vais enchaîner. Ça serait de demander aux candidats d'avoir un casier judiciaire vierge, ce qui paraît logique au premier abord. Il faut savoir que dans près de 500 métiers, on demande un casier judiciaire vierge et on ne le demande pas aux élus qui vont voter les lois. C'est quand même paradoxal que des personnes qui violent les lois puissent les voter par la suite. D'ailleurs, je profite de ce moment-là. Je sais que d'autres l'ont fait sur le plateau pour montrer mon casier judiciaire, qui est vierge. Deuxième point, on souhaite revenir sur le régime spécial des députés. Parce qu'en fait, il faut savoir que lorsqu'un salarié cotise 1 €, il reçoit 1,50 € pour sa retraite, 2 € pour un fonctionnaire. Et je ne sais pas si vous savez, mais un élu reçoit 6 € pour 1 € cotisé. Ce qui me paraît énorme. C'est un régime spécial qui est immoral. D'ailleurs, il y a Fompel qui fait... C'est beaucoup de documents. Voilà. Et en fait, on souhaite revenir dessus et tout simplement l'annuler pour l'indexer sur le privé, parce qu'il n'y a pas de raison que les élus aient un régime spécial et demandent aux Français de faire des efforts. Et enfin, dernier point, pour le coup, on va soutenir une mesure de Benoît Macron. Emmanuel Macron. C'est compliqué, mais c'est ça. Alors Emmanuel Macron. Pour vous indiquer, vous arrivez presque à 5 minutes, donc vous avez un peu d'avance, allez-y. Ça va être très court. En fait, nous avons, Nicolas Dupont-Aignan a proposé de revenir sur la réserve parlementaire, qui est un puits clientéliste. Et il voulait en faire un fonds d'action pour le territoire et les projets. Et justement, on est content de voir qu'Emmanuel Macron a repris cette mesure-là. Et nous allons, si elle est appliquée dans les termes qu'on souhaite, nous allons la voter. Avant de donner la parole à M. Barraud, Marie-Noëlle Bas, vous souhaitiez réagir? Je voulais juste réagir sur le statut de l'élu, parce que je pense que c'est extrêmement important. C'est vrai qu'il faut avoir un statut de l'élu bien fondé. Et puis parler d'exemplarité aussi, puisque finalement on parle de moralisation et on parle peu d'exemplarité, et c'est vrai que quand on voit comment se comportent un certain nombre d'élus et que d'autres, les gamins des cités sont en comparaison immédiate par exemple, c'est vrai que c'est un vrai problème.
Antoine Barrot, vous concluez ce tour de table sur la moralisation de la vie politique. Voterez-vous ce texte, ces textes ? Bien entendu, je le voterai, parce que qui ne voterait pas les mesures qui ont été indiquées par monsieur Bayrou. Simplement, je note, ainsi que on le disait tout à l'heure, qu'il n'est pas prévu justement de prévoir un casier judiciaire vierge. Alors, je trouve ça quand même assez extraordinaire que ce qu'on demande à des fonctionnaires, puisque les fonctionnaires doivent avoir un casier judiciaire vierge, que ce soit un secrétaire de mairie ou que ce soit même un simple gardien de square, alors que les députés, on ne leur demande pas. Alors, ce que nous voulons aussi, c'est supprimer les conflits d'intérêts. Ça non plus, ça n'est pas traité. Alors, il faudra traiter ça donc il faudra faire des amendements. Donc, si j'étais élu, je ferais voter ces amendements. Je les proposerai, en tout cas. Et nous verrons bien, quand même, au sujet de cette moralisation, ce que va faire le président de la République, puisque M. Michel Roussin, qui vient d'être promu par un décret de M. Hollande, commandeur de la Légion d'honneur, a été, lui, condamné à 4 ans de prison avec sursis, 80 000 € d'amende, alors que lorsqu'on reçoit la Légion d'honneur, on doit avoir un casier judiciaire vierge. Alors que va faire M. Macron, qui a la possibilité d'annuler le décret de M. Alors sa représentante n'est pas là ce soir, donc on ne pourra pas répondre à sa place. On va s'afficher les temps de parole pour voir que de nouveaux écarts se sont creusés. Donc ceux qui ont un peu moins de temps de parole pourront peut-être rajouter quelque chose s'ils le souhaitent. Voilà. Sophie Cahen, c'est vous qui avez le plus de retard peut-être. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur la moralisation de la politique, de la vie politique ? J'en profiterai pour la carte blanche. Vous en profiterez pour la carte blanche. Ça tombe bien. On y passe à cette carte blanche. Elle vous permet à chacun de mettre en avant le point que vous souhaitez. Monsieur Barrot, Monsieur Mété, vous aurez beaucoup moins de temps que les autres candidats pour exposer votre point de vue. On prend l'ordre inverse du début de l'émission. On commence avec vous, Fabien Mété, candidat de Debout la France. Vous avez la parole, mais très rapidement. D'accord. En fait, on va faire la guerre à la délinquance et à la criminalité. Il faut savoir qu'en France, il y a 4 millions de crimes et de délits qui ont été recensés en 2015, dont 500 000 agressions. C'est énorme. Alors, si la sécurité est un droit, l'élu a le devoir de l'assurer. C'est pour ça que nous allons, et d'ailleurs, à plaisir, on a eu une triste affaire récemment avec Malik, le tueur du Burger King, qui a abattu un homme dans plusieurs... nous souhaitons restaurer l'autorité... Voilà. Restaurer l'autorité de l'État, protéger la société de ce genre de bombes humaines et mettre fin au laxisme judiciaire. Pour cela, nous allons renforcer les forces de l'ordre avec un recrutement, durcir la législation en matière de terrorisme et de délinquance et construire davantage de places de prison. Il faut savoir qu'en Angleterre, on a 96 000 places, soit 40 000 de plus qu'en France. Donc on va se réaligner sur l'Angleterre. Jean-Luc Gallet, vous avez un peu plus de temps pour votre carte blanche. On vous écoute. Quel point vous voulez mettre en avant ? À peu près le même, mais différemment. La sécurité, mais de façon globale. La sécurité commence par la sécurité du pays, bien évidemment, et notamment, nous faisons des missions extérieures à la France avec notre armée qui n'a strictement aucun moyen, des avions dont certains datent de plus de 30 ans, des chars de plus de 40 ans, qui tombent constamment en panne. Donc déjà, notre premier point, en dehors, bien sûr, de l'augmentation effective de police et d'essayer de remettre un peu de l'ordre par des moyens dans la justice, c'est déjà de s'occuper de l'armée. Et immédiatement, on ferait qu'il y ait 2% du budget national consacré à l'armée, et pourtant, dans les années à venir, vers 3%. 3% du budget national. Que ce complément soit financé par la France, ou, de préférence, par l'Europe, puisque on intervient souvent au nom de l'Europe. Voilà. Donc, voilà, oui, soyons brefs, je continuerai après éventuellement. Antoine Barrot, vous avez une courte carte blanche comme Fabien Mété. Allez-y, on vous écoute. Eh bien, d'abord, il faudra mettre l'accent sur la solidarité, parce qu'actuellement, tous les gouvernements en place, y compris le gouvernement de M. Hollande, ont cherché la rentabilité partout. Alors qu'avant, elle se faisait simplement dans le privé, dans les entreprises. Maintenant, la rentabilité, elle est dans les services publics, dans les hôpitaux. C'est absolument scandaleux. Donc, il faut développer la solidarité par le partage du travail, par le partage de la richesse. Il faut savoir qu'actuellement, 10% de la population française détient 50% du patrimoine français. Simplement 10% des gens de riches détiennent 50%. Et les 50% qui restent Désolé. Ne possèdent que 8%. Alors il va falloir aussi être un peu solidaire sur la richesse et
grâce à la fiscalité notamment. Désolé de vous couper. Évidemment, j'invite les téléspectateurs à regarder vos sites internet, soit personnels, soit de vos partis, pour aller plus loin. On va dire que ces débats sont en sorte des mises en bouche pour ceux qui souhaitent s'intéresser et voter dimanche prochain. Sophie Cahen, je rappelle aussi que vous êtes la candidate suppléante de David Douillet pour LR et l'UDI. Votre carte blanche, vous avez un peu plus de temps, vous. Très bien. Alors, il y a des problématiques qu'on n'a pas pu évoquer ce soir, les transports, le numérique. Avec David Douillet, on s'est concerté, on a voulu vous parler de santé ce soir. On visitait cet après-midi le centre hospitalier intercommunal Poissy-Saint-Germain-en-Laye. On a visité les services d'urgence, la maternité, la néonate. On a évidemment rencontré un personnel médical absolument formidable et dévoué qui travaille dans des conditions difficiles. Alors, la lutte contre le chômage, c'est évidemment la priorité de son quinquennat. La santé doit l'être également. Moi, je voulais avoir un mot pour les aidants familiaux. Ils sont 8 500 000 en France. On en a rencontré beaucoup à l'occasion des permanences que fait David Douillet toutes les semaines dans sa circonscription. Pourquoi ? Parce qu'ils sont souvent, malheureusement, totalement démunis face au système de santé, face aux frais engendrés par le handicap, par les maladies de longue durée, par la perte d'autonomie de nos aînés. Moi, je voulais vous citer un exemple de ce que David Douillet a fait concrètement. En 2012, il a déposé une proposition de loi qui visait à permettre un emprunt à taux zéro pour toutes les personnes qui devaient faire des travaux de réhabilitation de leur domicile pour accueillir des personnes en situation de handicap. Cette proposition de loi, elle a été retoquée par le gouvernement socialiste. Et bien moi, ce que je souhaite, parce que David Douillet veut avant tout un député de bon sens, un député efficace pour la réussite de ce pays, c'est que s'il est élu, réélu le 18 juin, il puisse redéposer cette proposition de loi et que la nouvelle majorité parlementaire vote cette loi de bon sens et qui viendra, j'en doute pas, aider concrètement des milliers de familles qui vivent des situations difficiles. Enfin, Marie-Noëlle Bas, pour le Parti socialiste, vous concluez cette première partie d'émission, votre carte blanche. Moi, je ferai un appel à la réflexion des citoyennes et des citoyens. Il faut aller voter. Parce que lundi, il sera trop tard pour regretter la direction que le gouvernement prend, qui est une direction ultralibérale, avec réduction du droit de manifester, avec suppression de l'ISF, avec la déconstruction des droits sociaux. Et je dirais que la solidarité étant une priorité extrêmement importante, il faut savoir dans quelle société on a envie de vivre et dans quelle société on a envie que nos enfants grandissent. C'est la fin de cette première partie d'émission. Non, on avait un ordre pour conclure. Une nouvelle fois, on peut aller sur Internet aussi pour éventuellement trouver vos professions de foi où tout le monde va les recevoir par courrier. Merci à vous 5 d'être venus en plateau. Tout de suite, de nouveaux candidats vont arriver en plateau. Je vous propose avant tout de regarder ce débat qui présente ce sujet, qui présente les enjeux de cette 12e circonscription avec ce sujet de Camille Lambert. Plus de 103 000 habitants et un député pour les représenter. La 12e circonscription des Yvelines s'étend de Poissy à Plaisir avec le canton de Montfort-l'Amaury. Elle devra choisir si elle souhaite à nouveau faire confiance au député sortant, David Douillet. Élu en 2009 en législative partielle, puis en 2012 avec près de 55% des voix, le Républicain remet son siège en jeu. La circonscription, traditionnellement à droite, le donne favori. L'ancien judoka a obtenu le soutien d'une partie des élus locaux. Mais 13 candidats rêvent de lui voler la vedette, parmi eux la marcheuse Florence Grandjus. Elle est investie par le parti du président de la République, Emmanuel Macron. Son manque d'expérience en politique pourrait jouer en sa défaveur, mais elle souhaite incarner le renouveau. Le Parti socialiste, arrivé au second tour en 2012, avait obtenu 45% des voix. Cette fois, il espère rafler la mise avec sa candidate Marie-Noëlle Bas. Le Front National, 3e au premier tour de 2012 avec près de 10%, se fixe l'objectif de la première place. Jean-Luc Gallet représente le parti d'extrême droite. Il était déjà candidat aux élections départementales de 2015. Il avait obtenu 11,85% des voix au deuxième tour. Pour faire entendre la voix des travailleurs au sein de Lutte ouvrière, Jean-Pierre Mercier, délégué syndical du groupe PSA Peugeot Citroën, il était porte-parole de Nathalie Arthaud durant la présidentielle. Dans une circonscription à cheval entre ville et campagne, Europe Écologie Les Verts a investi Patricia Charton. Engagée dans des associations écologiques locales, elle souhaite préserver la ruralité. Le parti était arrivé 4e au premier tour en 2012. Parmi les autres candidats écologistes, Isabelle Fournière et Florent Grassi. Antoine Barraud, candidat France Insoumise, devra faire face à la communiste Françoise Pinson. À droite, on retrouve Marion Mouillon, Fabien Mettet pour Debout la France et Daniel Weber, soutenu par Jean-Marie Le Pen.
Enfin, Stéphane Roussillon est investi par l'UPR, le parti de François Asselineau. Deuxième partie de cette émission, vous le voyez, c'est du direct. On s'installe de ce débat pour la 12e circonscription des Yvelines avec 4 nouveaux candidats qui nous ont rejoints en plateau. Daniel Weber, candidate d'extrême droite investie par le Parti de la France. Stéphane Roussillon, candidat d'hiver investi par l'Union populaire républicaine. Jean-Pierre Mercier, candidat d'extrême gauche investi par Lutte ouvrière. Et Patricia Charton, candidat écologiste investi par Europe Écologie Les Verts. Bonsoir à vous 4. Évidemment, je précise que je donne les nuances politiques de la préfecture. Je viens de donner aussi les partis qui vous avez investis pour que tout soit clair. Pour vous informer aussi, nous avons tenté de contacter les 14 candidats pour participer à ce débat pour la 12e circonscription. Certains étaient injoignables, d'autres n'ont jamais répondu. Certains aussi n'ont pas pu se déplacer. C'est le cas notamment de Florence Grandjus, la candidate de La République En Marche. Cette parenthèse fermée, je vous rappelle que vos temps de parole sont chronométrés. Vous pouvez donc vous interpeller. Pensez quand même à gérer votre temps de parole. Et première question qu'on pose à tous les candidats, pourquoi les électeurs doivent-ils vous faire confiance dimanche? Daniel Weber, vous êtes la première à prendre la parole. Alors déjà, je voudrais vous dire qu'au Parti de la France, nous ne sommes pas des extrêmes droites. Je comprends très bien que les personnels de la préfecture de police, qui ne sont pas des politiciens, essaye de ranger les gens dans des cases, mais nous ne sommes pas des extrêmes droites, nous sommes de la droite nationale. C'est une grosse différence, contrairement à d'autres partis qui pourraient être un peu plus durs que nous. Nous, on défend essentiellement le peuple au niveau du travail des charges, au niveau des charges dans les entreprises, je disais, au niveau de la liberté. On voudrait quand même limiter l'immigration parce qu'on en est arrivé à 12 millions de gens qui sont rentrés dans notre pays un peu, je dirais, trop facilement, et on voudrait une immigration choisie. C'est pas pour ça qu'on est extrême droite. Une nouvelle fois, je me réfère à la préfecture. Oui, ce n'est pas notre choix à nous. Je vous apporte comme preuve que nous sommes répertoriés dans l'Union des patriotes et pas dans l'extrême droite. Alors, en tant que journaliste compétent, vous devriez vous en maintenir à des informations sérieuses et pas répéter bêtement des informations. J'y penserai pour dans 5 ans, en 2022, promis. Stéphane Roussillon pour l'UPR, pourquoi les électeurs doivent-ils vous faire confiance dimanche prochain? Alors bonjour déjà, bonjour effectivement je représente l'UPR et l'UPR qui est sorti, je dirais à la face des Français lors de l'élection présidentielle est un mouvement qui a pour but de rassembler l'ensemble des Français au-dessus des clivages droite-gauche et qui prône quelque chose de simple, c'est que nous ne sommes plus en démocratie depuis le mois de mai 2005 et le vote du référendum où les Français ont choisi de sortir de l'Union européenne. Ça fait 12 ans que nous restons de force dans une Union européenne. Les analyses invariables de François Asselineau depuis 10 ans ne cessent de se confirmer jour après jour et a vocation à détruire notre pays et les avancées sociales que nous avons défendues depuis 200 ans et obtenues depuis 200 ans. C'est pour ceux-ci que nous nous battons et nous espérons, pendant les 5 ans à venir, avoir le droit un peu plus à la parole que pendant les 10 dernières années écoulées. Jean-Pierre Mercier pour Lutte ouvrière. Excusez-moi, même question, pourquoi les électeurs doivent-ils vous faire confiance dimanche? Mais écoutez, moi je suis un militant ouvrier, je suis ouvrier, je travaille à l'usine de PSA à Poissy. Je me présente pour défendre, comme l'a défendu Nathalie Arthaud dans la campagne des présidentielles, le fait que le camp des travailleurs doit se faire entendre dans ces élections législatives. Tous ceux qui n'ont que leur salaire, qui n'ont que leur allocation, qui n'ont que leur pension pour vivre, ont des intérêts bien spécifiques à défendre dans cette société. Et on le voit avec ce nouveau gouvernement qui, à peine mis en place, est vraiment à déclarer la guerre au monde du travail. Et donc il faut se saisir de ces élections législatives pour faire entendre sa voix en tant que travailleur, pour faire entendre ses intérêts politiques face au patronat, à tous les capitalistes qui veulent absolument non pas libérer le travail, mais libérer l'exploitation et véritablement nous faire la peau. Patricia Charton pour Europe Écologie Les Verts, vous concluez ce premier tour de table. Pourquoi les électeurs doivent-ils vous faire confiance dimanche? Eh bien, je pense pouvoir représenter ce que j'aimerais pour le futur de nos enfants.
On parle beaucoup de politique, on parle beaucoup de positionnement par rapport à des sujets qui sont des rengaines depuis des dizaines d'années. Mais on parle très peu de climat, on parle très peu de biodiversité, on parle très peu de la survie de l'être humain sur cette planète. Alors évidemment, la France n'est pas la seule à pouvoir régler ce problème, mais il faut absolument qu'on soit une lanterne pour le reste du monde dans cet esprit-là, et qu'on soit une vigie aussi pour faire en sorte de mettre en place les systèmes qui nous permettraient de changer de modèle et d'aller vers quelque chose qui soit vivable et désirable pour chacun. Merci pour vos réponses. Je rappelle que vous pouvez échanger entre vous, évidemment. Ça sera compté sur le temps de parole. Donc, j'ai une remarque à faire. Voilà. Je suis très déçu que La République En Marche ne soit pas présente ce soir. Nous le sommes également. Parce que j'avais pris soin de téléphoner à mes concurrents, mon collègue même, pour être sûr que tout le monde était présent. La République En Marche devait être présente, et je trouve qu'un parti politique qui représente M. Macron et qui a l'indécence de ne pas être présente ce soir me choque terriblement. Voilà. C'est noté. Ça, c'est dit. On poursuit avec notre thème. C'est partagé. Merci, madame. Pour une fois, je crois que ce sera la seule chose. Non, on a d'autres points. Notre thème principal pour ce débat, le développement économique, en rapport aussi avec l'actualité, puisque le gouvernement d'Emmanuel Macron souhaite aller vite pour réformer le code du travail. Objectif de l'exécutif, amplifier et soutenir la baisse entrevue du chômage. Selon lui, évidemment, si vous êtes dans 10 jours élu député, quelle sera votre priorité, vous, pour soutenir le développement économique ? Jean-Pierre Mercier, vous êtes à contre-pied, on va dire, de beaucoup d'électeurs de politique plutôt sur cette question-là. Vous dites, il faut interdire les licenciements, augmenter le salaire minimum à 1 800 € ou encore accentuer le contrôle des travailleurs sur les entreprises. Est-ce que vous pouvez, par exemple, nous développer ce dernier point et nous dire en quoi il pourrait permettre de faire baisser le chômage ? Vous savez, les entreprises, en tout cas les patrons, les chefs d'entreprise, les actionnaires, ont pour habitude et comme mode de vie de travailler en toute opacité, c'est-à-dire que les comptes des entreprises qui sont présentés aux organisations syndicales ne sont pas forcément les vrais. Je prendrai simplement comme exemple cette entreprise GMS qui est sous-traitant de PSA, et c'est PSA le donneur d'ordre qui est en train de les étrangler, tout ça pour gagner encore plus de profit. Si l'ensemble des salariés, si l'ensemble des travailleurs pouvaient mettre leur nez dans les comptes des grandes entreprises pour savoir exactement quels sont les contrats commerciaux qui ont été passés, pour savoir exactement l'état de la trésorerie, les bénéfices, qu'est-ce qu'ils en font de tous ces bénéfices, on pourrait aisément démontrer que quand une entreprise se déclare en déficit ou se déclare en difficulté pour justifier des plans de licenciement, ce n'est absolument pas vrai, ce sont des mensonges, et PSA en est l'exemple le plus... PSA qui est d'ailleurs à Poissy, donc sur la 12e circonscription. Tout à fait. PSA est une grosse entreprise qui pèse énormément dans la circonscription de Poissy, dans la 12e circonscription. C'est évident que PSA n'a jamais été en réelle difficulté. Ça n'a été que pour justifier la fermeture de l'usine de PSA Aulnay. Et il faut absolument imposer à l'ensemble des grandes entreprises, à commencer par celles qui font des bénéfices, une interdiction pure et simple de licencier pour répartir le travail entre tous et faire entrer les chômeurs dans les entreprises pour pouvoir travailler tous et moins. Patricia Charton, si l'on se réfère au programme de votre parti pour ces élections, selon vous, la création d'emplois et donc le développement économique passe par la transition écologique. Quelle est du coup la priorité, puisque c'est un vaste sujet, la transition écologique? Quel projet vous pourriez rapidement porter si vous êtes élu député? Sur la transition écologique, on a plusieurs volets, évidemment. On a l'agriculture en premier lieu. Moi, je me bats. Alors, vous n'avez pas mon tract là, j'aurais pu vous le laisser, c'est dommage. Je me bats essentiellement pour la transition agricole. Locale et paysanne. Locale et paysanne, évidemment, et avec des techniques qui sont éprouvées aujourd'hui d'agroécologie, d'agroforesterie, de non-travail du sol, qui sont donc appuyés par la recherche agronomique française, par l'école AgroParisTech, par exemple, dont je connais un petit peu le dessin, puisque voilà, et
Comme je suis à côté de Grignon, j'habite Bennes, donc je connais assez bien aussi le problème du site de Grignon. Là, on diverge. La transition écologique, c'est aussi l'énergie. L'énergie nous a permis de nous développer depuis 200 ans, de développer énormément de production. Et cette production, elle est à l'origine évidemment du réchauffement climatique, de la perte de biodiversité. Donc on en revient toujours à la même chose et on revient à quelque chose qui est massifié, industrialisé. Et je pense que le travail, si on veut parler de travail et non pas d'emploi, parce que c'est pas la même chose, le travail devrait être rémunéré. Une maman qui travaille rend service à la nation. Elle apporte évidemment à ce que d'autres pourraient apporter dans un centre de formation. Daniel Weber, votre parti, je cite, si on se réfère à votre profession de foi, veut en finir avec le socialisme économique, l'écrasement fiscal et social et les gaspillages publics. Quand vous parlez par exemple de socialisme économique, vous pensez à quoi concrètement ? Le socialisme économique, c'est-à-dire un développement des allocations dans tous les sens qui deviennent un appel d'air à l'immigration qui n'est pas choisi. Je veux dire qu'on se trouve maintenant dans une situation où encore, comme je le disais tout à l'heure, on est à 12 millions d'immigrés en France. Si ces 12 millions étaient des gens qui voulaient s'intégrer et dont le leitmotiv est justement d'intégrer une société et la République française, il n'y aurait pas de problème. Malheureusement, je suis obligé de faire constater à tout le monde que dans les émigrés, il y a des gens qui viennent pour ne pas s'intégrer. Et donc plus d'émigrés, plus de développement économique. J'ai pas dit plus d'émigrés, j'ai dit immigration choisi, et j'ai par exemple, concernant les 15 000 fichiers S, il est nécessaire qu'on les raccompagne à la frontière. Je ne trouve pas d'autre solution. On ne va pas en plus les héberger dans nos prisons, on ne va pas construire des prisons pour ces gens-là. S'ils ne veulent pas s'intégrer, tant pis pour eux. S'ils veulent s'intégrer, ils sont les bienvenus. Mais je redis encore, c'est une petite minorité qui déshonore leur pays et leur religion. Alors c'est aux membres des communautés en question de faire le tri dans leurs partisans. Stéphane Roussillon pour l'UPR. Roussillon, excusez-moi. L'UPR développe de nombreux points aussi autour de l'économie et notamment, c'est l'un des points, une baisse des cotisations patronales pour les artisans, les commerçants, les TPE, PME. C'est l'une des priorités pour vous, ce point-là ? Alors, je pense qu'effectivement, en termes de développement économique, il faut totalement inverser les choses. Aujourd'hui, d'ailleurs, je ne peux pas dissocier le terme développement économique du développement social. C'est fait dans cette thématique. Ça prouve bien l'air du temps. Nous travaillons aujourd'hui dans un modèle économique qui est purement économique, où l'économique domine le politique et le social. Et nous mettons les êtres humains au service de l'économie, alors que pour moi, l'économie est au service des êtres humains. Je pense que l'inversion est essentielle et que ce modèle-là est imposé par l'Union européenne. Je regrette de le répéter, mais nous allons élire une Assemblée nationale aujourd'hui qui n'a que le pouvoir de retranscrire les propositions de loi de la Commission européenne. C'est le seul pouvoir qu'auront nos députés pendant les 5 prochaines années. Donc, je vais vous donner quelques chiffres en termes de développement économique aujourd'hui qui vous montreront un petit peu l'amplitude de ce retournement qu'il faut effectuer. Aujourd'hui, vous avez 70 milliards d'évasion fiscale qui est notamment créée par les grandes entreprises qui s'arrangent au regard des lois qui leur permettent aujourd'hui d'aller faire leur profit dans les pays étrangers où ils ne payent pas d'imposition. Je suis d'accord. Vous avez aujourd'hui 800 personnes par jour qui passent en dessous du seuil de pauvreté. Parallèlement, nous avons un impôt sur le revenu des Français particuliers qui représente environ 50 milliards, qui est exactement le montant que nous payons pour le service de la dette par an. Donc vous avez là, ici, environ 140 milliards. Je vous prie d'imaginer les moyens que nous aurions si nous pouvions réaffecter ces moyens-là et changer les lois qui permettent de détourner ces fonds-là, qui sont les fonds pour le peuple. Dans quelques instants, on va voir vos temps de parole s'afficher après cette première thématique. On va peut-être l'approfondir un petit peu avec... On va voir alors les temps de parole s'afficher tout de suite. Voilà, ici. Vous voyez, Jean-Pierre Mercier, un peu de retard. Stéphane Roussillon aussi. Vous avez un peu d'avance, Daniel Weber, sur les autres. Une
une minute d'avance. Je voudrais vous faire réagir, par exemple, Jean-Pierre Mercier, sur l'une des positions de lutte ouvrière concernant le protectionnisme. Vous allez à l'encontre, là aussi, un peu du débat actuel qui se fait, puisque vous dites que c'est un piège, le protectionnisme. Expliquez-nous pourquoi. Bien sûr que c'est un piège. C'est un piège qui est organisé par le patronat, par les actionnaires de ces grandes entreprises. C'est faire croire qu'en fermant les frontières, en se repliant sur le pays, on va pouvoir s'en sortir. Alors dans le on mélange à la fois les milliardaires, les riches, les capitalistes, et puis on les assemble, on les rassemble avec tout le reste de la population, c'est-à-dire les 95% du reste, c'est-à-dire l'ensemble des travailleurs. Et c'est évident que c'est un leurre, que c'est un piège. Les vrais ennemis, ceux qui licencient, ceux qui sont responsables du chômage, ceux qui sont responsables de la misère aujourd'hui, ceux qui bloquent les salaires, ceux qui envoient la société dans le mur, ceux qui font de l'argent avec de l'argent, c'est bien les capitalistes, c'est bien les responsables de ces grandes entreprises. Ils n'ont pas du tout besoin de l'Europe pour faire la loi travail, ils n'ont pas du tout besoin de l'Europe pour licencier à tour de bras, pour supprimer des emplois chez PSA et dans toutes les grandes entreprises. Ils le font eux-mêmes parce qu'ils y ont intérêt. Alors c'est évident que tout le discours du protectionnisme est fait pour diviser les travailleurs entre les différents pays. Vous savez, PSA viennent de racheter Opel, c'est des dizaines d'usines à travers l'Europe, c'est 40 000 salariés. Les salariés qui travaillent en Allemagne et les salariés qui travaillent en France ont des intérêts communs par-delà les frontières contre la famille Peugeot, qui est bien décidée, comme le gouvernement, à faire la peau des travailleurs. Stéphane Roussillot, peut-être vous souhaitiez réagir, puisque... on a notamment parlé d'Europe à l'instant. Sortir de l'Europe et l'associer au protectionnisme est un raccourci qui facilite malheureusement pas le débat. Sortir de l'Europe et juste remettre un contrôle. Aujourd'hui, redéfinir ce qu'est un peuple qui est décidé de solidaire, qui décide de mettre en commun des biens communs, de participer à un impôt et de savoir à quel bénéfice il veut mettre au service cet impôt. Madame nous parlait tout à l'heure d'un grand plan de transition écologique. Je rappelle que lors des 30 Glorieuses, la France était libre économiquement et avait décidé d'investir massivement sur le nucléaire pour son indépendance. Aujourd'hui, il est factuel qu'elle doit se poser la question pour réévaluer cet investissement et déplacer des fonds sur des formes d'écologie nouvelles. Elle n'a aucun moyen de le faire aujourd'hui dans un système où elle est totalement dépendante d'une politique internationale, dépendante des Américains, où le seul but est d'aller consommer pendant les 50 prochaines années les réserves pétrolières qui existent, parce que ce sont des milliards et des milliards d'argent en jeu. Tant que cet argent-là, certains ne le seront pas appropriés, les nouvelles technologies malheureusement ne sortiront pas à grande échelle pour sauver la planète. Patricia Charton, est-ce que vous souhaitiez éventuellement réagir? Et puis votre point de vue sur des mesures protectionnistes qui pourraient soutenir le développement économique? C'est la position de beaucoup de partis. Est-ce que c'est la vôtre? En général, quand on fait un garrot, ça circule beaucoup moins. Donc c'est quelque chose de tout à fait naturel. Et en économie, c'est la même chose. Quand on veut fermer les frontières, on s'enferme et on ne vend pas plus qu'on achète. Donc, non, ça n'a... Vous êtes vous-même, par exemple, quand on prend votre profession de foi, favorable à une relocalisation de l'économie. Vous pensez à quoi concrètement? Eh bien, je pense aussi bien, évidemment, dans le monde agricole et toutes les possibilités de transformation agroalimentaire relocalisées à des échelles beaucoup moins inhumaines qu'aujourd'hui. Faire en sorte aussi de décroître, parce que la croissance, ça n'est lié qu'à la consommation d'énergie. Donc la consommation d'énergie, il faut le rappeler, aujourd'hui, ce sont des énergies fossiles, même l'uranium, qu'il faut aller détruire. Le besoin d'évolution. Et voilà, et cet uranium, on va le chercher dans les pays du Sud. Et donc on déséquilibre encore plus l'économie locale et on retrouve encore plus de gens qui ont besoin de se sauver de chez eux parce qu'il n'y a plus rien à manger. Donc tout est lié. Tout est lié et fermer les frontières. Bougie, si vous voulez. Daniel Weber, allez-y. Je vois pas le rapport. Une réaction, je vois pas le rapport. Oui, regardez le Chili, ils en sont presque à 100% d'énergie éolienne et solaire. Et ça marche très bien. L'électricité est devenue gratuite. Daniel Weber, sur le protectionnisme. Moi, je vais vous dire, je suis convaincu que les Français sont les premiers exploitants de centrales nucléaires, sont les premiers à donner de la sécurité. Et vous ne ferez pas
de l'économie et vous ne ferez pas du développement économique avec des éoliennes ou avec des bougies ou des économies de bout de chandelle. Si vous voulez avoir un pays d'envergure, je suis obligé de vous dire que vous ne pouvez pas fermer le nucléaire demain matin. Même dans 20 ans, vous serez obligé de passer par le nucléaire. Ou alors, il faut recréer des centrales. Qui peut être donnée aussi. Oui, d'accord, mais il faut aussi, à ce moment-là, recréer des centrales hydroélectriques. Enfin, on n'en finit plus. On peut revenir au charbon aussi. Non, le nucléaire, c'est une méthode qui est bien domptée si c'est des Français on sait quelque qui chose. l'exploitent. Quand c'est exploité par les autres ou quand c'est exploité par des gens qui ne savent pas l'utiliser, on arrive à des catastrophes. On va voir s'afficher dans quelques temps vos temps de parole. Peut-être que Patricia Charton, je crois savoir, a un petit peu de retard. Si vous souhaitiez répondre, on va enchaîner. Ça va s'afficher dans quelques secondes, les temps de parole. On va les voir à l'écran. Voilà. Du coup, Patricia, on est quasiment, tout le monde est à égalité, à part Madame Weber qui est un peu d'avance. On poursuit ce débat où Madame Charton, vous souhaitiez... Juste une petite chose, je voulais apporter aussi un élément au débat, c'est que les chercheurs en sociologie démontrent que d'ici 20 ans, 40% des emplois en moyenne, ça peut être 30% en Europe et 40% enfin, en Europe de l'Ouest et un peu plus en Europe de l'Est, 40% des emplois vont disparaître. Pourquoi ? À cause de la digitalisation. Parce qu'on est aujourd'hui dans un monde numérique. Et ce monde numérique va remplacer énormément d'emplois. Donc là, il faudra trouver aussi des moyens de réagir. Et ce n'est pas pour les 5 ans à venir qu'il faut réagir, c'est pour bien plus longtemps. On poursuit cette émission avec la deuxième thématique, la moralisation de la vie politique. Un projet de loi a été présenté il y a quelques jours par le ministre de la Justice, François Bayrou. Celui-ci a été globalement jugé positivement, en tout cas par les commentateurs, par la presse. Si vous êtes élu député, vous serez amené à vous prononcer dessus d'ici très peu de temps, dès cet été, sur 2 textes. Alors, voterez-vous pour ou contre ? Celui-ci prévoit notamment la suppression de la réserve parlementaire. C'est un des points parmi tant d'autres. Alors, voterez-vous pour ou contre? Et pourquoi? Stéphane Roussillon, décidément, j'ai du mal. Excusez-moi, mais à chaque fois que le nom qui s'affiche en bas de l'écran a la bonne orthographe, est-ce que vous voterez pour ou contre et pourquoi? Alors j'ai des origines du Roussillon, mais j'ai perdu... Je le savais, c'est pour ça en fait. Permettez-moi, alors cette loi est encore vague, il y a quelques points que j'appellerais publicitaires, c'est pour moi une loi gadget. Les Français la réclament, donc M. Macron, qui aime bien plaire aux Français et les endormir, va nous pondre une loi pour calmer gentiment le peuple. Aujourd'hui, la moralisation de la vie politique, en général, au-delà de mettre un flic derrière chaque député pour voir s'il a des vraies valeurs de représentation démocratique, je pense qu'il faudrait s'attarder à faire respecter déjà la démocratie. Nous avions une constitution qui prévoyait deux sanctions, de crimes contre complot de la sûreté de l'État et crimes contre trahison de l'État. Dans les 20 dernières années, ces points de la Constitution ont été totalement supprimés sans l'avis des Français. Et au passage, comme de fait exprès, depuis 20 ans, nous transmettons notre souveraineté totale à l'Union européenne et nous n'avons plus aucun élément dans la Constitution pour le reprocher et le faire payer à nos représentants. Je pense que la moindre des choses, ce serait de respecter la démocratie avant d'essayer de moraliser les députés. Quand est-ce qu'on va mettre Daniel Weber, c'est à vous justement. Et les menteurs en prison? Quand est-ce qu'on va... Il peut y avoir des menteurs et des voleurs aussi, parfois, dans la politique. Donc, oui, justement, c'est à ça que je pensais. On en a pensé quelques-uns, là, je n'aurais pas donné des noms. Mais je m'aperçois qu'ils ont été poursuivis devant les tribunaux, mais personne n'a demandé le remboursement des sommes détournées. Moi, avant d'augmenter les impôts de tout le monde, je voudrais d'abord qu'on fasse rentrer la monnaie qui est partie là où il ne faut pas. Par exemple, à Singapour. Vous verrez, ou pour celui qui s'achète des costumes, là, j'ai oublié son nom. Donc, il me semble qu'il faudrait déjà faire rentrer la monnaie, et celui qui a détourné ne peut plus jamais se présenter à aucune élection. Donc, vous allez encore plus loin que le Je vais encore plus loin, et si, pour reprendre Monsieur Roussillon, si il a commis des crimes, ou si il a commis
des trahisons de l'État, à ce moment-là, il faut le destituer de la nationalité française. Donc vous allez plus loin, on l'a compris. Patricia Charton, votre point de vue, est-ce que vous voterez, vous, ces textes-là à l'Assemblée cet été? On votera, parce que j'espère qu'on sera plusieurs des Verts. Hein. On votera, évidemment, c'est quelque chose qui est dans les gènes de l'écologie, de faire en sorte de ne pas cumuler les mandats, de ne pas faire de cavalerie non plus, puisqu'on voit très souvent des députés passer à être maire, puis sénateur, puis etc. Donc qui enfilent, qui enchaînent les mandats les uns derrière les autres. Bon, après, c'est peut-être difficile, c'est vrai, de retrouver un vrai travail. Enfin, un vrai travail. C'est un travail évidemment harassant. J'ai des amis élus et je sais que c'est un travail harassant pour ceux qui travaillent en tout cas. Et donc, bon, évidemment, pour moi, un projet, ça ne se décrète pas autour d'une table et au bar d'un café, enfin, dans un bar ou dans un café, ça se décrète autour d'une table de discussion et selon des objectifs bien précis et des enjeux. Donc, on peut ici lister ce qu'on imagine devoir modifier. Mais ce qui est important, c'est de ne pas perdre de vue, évidemment, la moralisation, et non pas cette histoire de confiance, mais de morale, réellement. Jean-Pierre Mercier, pour cette question-là, ce débat-là. Écoutez, c'est du flanc, cette loi. C'est du flanc, parce que tant que ça sera l'argent qui gérera la société, et tant que ça sera la loi de l'argent, il y aura toujours des corrompus. Il y a, par contre... C'est pas déjà un bon point, un bon début, même si vous estimez que ça va pas assez loin, apparemment? Vous accordez pas cette chose-là, au moins? Mais que je suis d'accord avec mes camarades de gauche. Est-ce que vous avez vu ça? Vous voyez que je suis pas d'extrême droite. On va peut-être laisser parler Monsieur Mercier sur cette problématique. Alors, moi, je ne serais sûrement pas d'accord avec vous, mais il y a des mesures qui sont essentielles pour lutter pour la moralisation de la vie politique. La première, ça serait que d'imposer à chaque élu une révocabilité à tout moment. À tout moment, il peut être révocable. Voilà. La deuxième mesure, ça serait d'imposer un salaire maximum qui tourne autour d'un salaire d'un ouvrier professionnel, par exemple, aux alentours de 1 800 € par mois. Et je pense qu'il y aurait beaucoup moins de candidats qui se bousculeraient au portillon pour accéder à la mangeoire, parce que c'est une mangeoire en l'état actuel, et de supprimer l'ensemble des avantages qui sont liés à cette fonction de député, de sénateur ou des différents élus. Et là, on y verrait déjà beaucoup plus clair. Qu'est-ce que vous faites des députés qui doivent se déplacer de l'autre bout de la France? Il faut bien leur rembourser leurs frais de déplacement. Ça, peut-être qu'il faudra leur rembourser leurs frais de déplacement. Ça sera au cas par cas, éventuellement. Mais sûrement pas dans un avion en première classe et sûrement pas dans un TGV en première classe. Mais c'est pas ça, les vrais avantages, c'est pas ça. C'est de pouvoir faire travailler sa famille, c'est de pouvoir faire travailler ses enfants, c'est de pouvoir payer, c'est de pouvoir avoir une voiture gratuite, c'est de pouvoir avoir le remboursement dentaire complètement gratuit. C'est ça l'ensemble des mesures des avantages qu'il faudrait supprimer. Mais surtout plafonner les indemnités pour les députés, et puis que ça soit révocable à tout moment. Alors Stéphane Roussillon, allez-y, vous pouvez réagir, sachant que ça vous fera moins de temps, évidemment, oui, pour la carte blanche. Juste un point très rapide sur cette moralisation, juste pour dire que je regrette qu'il ne soit pas prévu a priori dans la loi que les élus doivent justifier d'un casier judiciaire vierge, et je tiens à rappeler, à préciser à nos téléspectateurs que les 574 candidats que présente l'UPR sur 577 circonscriptions, je crois que c'est un des partis qui se présente le plus, l'ensemble des candidats et suppléants ont un casier judiciaire vierge. Je pense que quand on veut il faut donner l'exemple. Voilà. À partir de la France, nous sommes tous avec des casiers judiciaires. Vous avez un peu moins de candidats, je crois. Complètement vides. Très bien. On n'a aucune condamnation. Donc, c'est le même cas partout. Avant de passer à votre carte blanche à chacun, on va voir les temps de parole. Je crois qu'ils se sont rééquilibrés. Donc, bon point pour vous. Merci à vous pour ce débat. On va les voir s'afficher dans quelques instants. À l'écran, vous dépassez tous évidemment les 5 minutes et légèrement un peu d'avance désormais pour Madame Weber. On passe à la carte blanche qui vous permet d'exposer le point ou la thématique que vous souhaitez. Libre à vous de choisir ce que vous voulez. On commence et on prend l'ordre inverse du début d'émission. Donc Patricia Charton pour Europe Écologie Les Verts. Quelle est votre carte blanche? Europe Écologie Les Verts, excusez-moi. Mais les filles aussi. Les filles, voilà, on pourrait dire les vertes.
Oui, alors j'en parlais tout à l'heure. Pour moi, le principal, c'est une alimentation saine. Donc, à commencer évidemment par les cantines, parce que c'est quelque chose qui est un levier fort pour transformer l'agriculture intensive et très industrialisée d'aujourd'hui, pour faire en sorte que nos enfants mangent sainement, bio, parce qu'on appelle ça bio aujourd'hui, mais c'était le naturel de mes grands-parents. Donc il faut aujourd'hui des estampilles pour savoir qu'on mange autre chose que du poison. Donc c'est déjà cette politique-là que j'aimerais mener au niveau national, faire en sorte que les régions n'abandonnent pas les maraîchers bio, n'abandonnent pas non plus les promesses qu'ils ont faites avant leur élection, et que voilà. Donc ça, c'est la partie pour l'agriculture. Et puis aussi au niveau énergétique, on sait aujourd'hui, on est capable de mettre en place des fermes solaires dans le sud, des fermes éoliennes, là où il y a du vent, de la marée motrice, etc. Et on est aussi capable de pouvoir échanger et partager cette énergie produite sur l'ensemble du territoire, que ce soit un territoire local ou ensuite national. Jean-Pierre Mercier, votre carte blanche pour Lutte ouvrière. Écoutez, moi, le message que je voudrais délivrer, c'est quand on est un travailleur, on doit avoir conscience à l'esprit, vraiment, il faut avoir cette idée bien ancrée dans la tête que c'est pas un bulletin de vote qui peut faire changer sa vie. C'est les luttes, c'est les mobilisations qu'on sera en capacité de mener. Ça sera les manifestations de rue, ça sera les occupations d'entreprises, les occupations d'usines, ça sera les grèves pour faire changer notre vie en tant que travailleur. Ce gouvernement est un gouvernement qui a déclaré la guerre à l'ensemble des travailleurs. Il n'y aura pas d'autre solution que de répondre en imposant un rapport de force suffisamment important pour faire reculer ce gouvernement, faire reculer Macron et faire reculer derrière tous ceux qui sont les vrais décideurs dans cette société. J'entends les membres des conseils d'administration de ces grandes entreprises. C'est la famille Peugeot, c'est Bernard Arnault, c'est les Bettencourt et compagnie. C'est eux qui font la pluie et le beau temps dans cette société. Et c'est aux travailleurs, par leur mobilisation, par leur conscience politique, qu'il faut qu'ils arrivent à les faire reculer. Et il n'y aura pas d'autre choix que de se mobiliser tous ensemble, y compris la première mobilisation, ça sera contre la loi Macron. Stéphane Roussillot, pour l'UPR, votre carte blanche à vous. Alors écoutez, le slogan de l'UPR est l'union du peuple pour établir la démocratie, donc j'utiliserai ma carte blanche sur ce sujet-là, parce que je pense qu'avant tout, c'est le premier sujet qu'il faut rétablir en France, c'est rétablir une vraie démocratie, puisque le peuple puisse s'exprimer. J'aimerais évoquer deux propositions centrales que fait l'UPR, et tout d'abord un référendum d'initiative populaire, pour qu'enfin le peuple puisse soumettre les lois, et qu'il ne soit plus soumis par les non-élus de la Commission européenne, et qu'à partir de 500 000 signatures en mairie, toute question puisse être posée à l'ensemble des Français. Deuxième point, et parce qu'aujourd'hui l'abstentionnisme, le vote blanc est néanmoins, et personne ne le dit assez souvent, le premier parti de France, un principe de reconnaissance du vote blanc et un principe révocatoire, partant du principe que si le vote blanc venait en tête d'un scrutin, quel qu'il soit, l'ensemble des candidats devraient les questions devraient être refaites, et l'ensemble des candidats n'ayant pas répondu à l'attente majoritaire des Français devraient être remplacés, pour qu'enfin nous puissions choisir nos représentants et qu'ils ne soient pas imposés par des partis politiques qui servent des intérêts qui ne sont pas les nôtres. Enfin, Danielle Weber, candidate du Parti de la France. Vous concluez cette émission. Vous étiez un peu en avance, donc un petit peu moins de temps pour vous, mais allez-y, vous avez votre carte blanche. Donc moi, je veux défendre surtout les artisans, les commerçants, les professions libérales, les personnels de santé, les pompiers et surtout notre police qui, encore une fois, vient de se faire attaquer sur le parvis de Notre-Dame. Sans ces fonctionnaires-là, c'est le désordre dans la société. Donc, moi, je veux permettre aux parents de choisir aussi l'école pour leurs enfants. Les cartes scolaires, c'est
ça ne tient pas debout à mon sens. Je veux diminuer les allocations, les avantages à chacun par le biais de l'URSSAF, des caisses d'allocation familiale, parce que c'est la seule méthode pour encourager le travail. Aujourd'hui, on court après les allocations, on ne court plus après un employeur. Enfin, je voudrais dire, oui, c'est la dernière chose que je voulais dire, Madame Elisabeth Badinter, j'ai pas eu le temps de fouiller plus à même, mais Madame Elisabeth Badinter se plaint que maintenant les femmes ne peuvent plus s'habiller comme elles veulent dans certains quartiers en France. Et nous sommes encore en République. J'aimerais que les communautés, les intégristes et compagnie soient foutus dehors. Merci à vous quatre. C'est la fin de ce débat pour la 12e circonscription. Merci aussi aux autres candidats. Les 5 premiers, vous étiez 9 à être venus. Ce soir, je rappelle que vous serez 14 dimanche. Vous retrouvez d'ailleurs la liste complète des candidats sur le site internet de TV Fil 78. La rédaction espère que ces débats vous auront aidé dans votre choix pour ce dimanche. Pensez à voter, évidemment. Et n'oubliez pas aussi que TV Fil 78 vous propose toujours dimanche à partir de 19h30 une soirée spéciale électorale en direct pour revenir sur les résultats. Dans 3 jours, donc. Belle soirée à tous, belle soirée à toutes.